En ce moment, tu te sens en sécurité. Tu fais confiance à la chaise sur laquelle tu es assis pour te soutenir. Tu penses que les murs de ta pièce sont solides, immobiles, te protégeant du vent. Mais tu te trompes. Cette sensation de sécurité, c'est une illusion. C'est un mensonge réconfortant que ton cerveau te murmure pour t'éviter de perdre la raison. Parce que si tu pouvais voir le monde tel qu'il est vraiment, si tu pouvais enlever le vernis du bon sens et jeter un œil au rouage brut en dessous, tu ne te sentirais pas en sécurité. Tu serais terrifié. En réalité, tu n'es pas sur un objet solide. Tu flottes au-dessus d'un essaim de fantômes vibrants qui ne sont en fait composés à 99,9% d'espace vide. Et ça, c'est plutôt bon signe. Le problème, c'est que ces fantômes ne respectent pas les règles. On grandit en croyant que la réalité est figée. On pense que le passé est un coffre-fort verrouillé, que le futur est une route ouverte et que les objets existent, que l'on les regarde ou non. Mais depuis un siècle, les esprits les plus brillants de notre époque découvrent des fissures dans cette histoire. Des fissures profondes et irrégulières qui suggèrent que l'univers n'est pas du tout un endroit rigide. Imagine un instant que ton reflet dans le miroir puisse bouger avant toi. Imagine que la décision que tu prends demain puisse réécrire l'histoire de ce qui t'est arrivé hier. Imagine deux personnes qui regardent exactement la même ampoule, l'une la voyant allumée, l'autre éteinte, et les deux disent la vérité. Ce n'est pas un scénario de film de science-fiction. C'est la mécanique quantique, et cela suggère que la réalité à laquelle tu fais confiance pourrait se comporter davantage comme un jeu vidéo qui ne rend les graphismes que lorsque tu les regardes. On aime penser que la science est une carte qui rend le monde plus clair. Mais dans le monde quantique, cette carte ne devient pas seulement floue, elle prend feu. Les expériences que nous avons mises en place ne mesurent pas seulement le monde, elles semblent le briser. Elles nous montrent des particules qui peuvent être à deux endroits en même temps, comme un criminel avec un alibi parfait. Elles révèlent des connexions qui traversent instantanément tout l'univers, se moquant de la vitesse de la lumière. Et ce qui est le plus effrayant, c'est qu'elles pointent vers une possibilité que la physique a tenté d'ignorer pendant des décennies, que l'univers pourrait ne pas exister sans toi. Alors respire profondément, regarde ta main, observe la pièce qui t'entoure. Est-ce que ça te semble réel? Est-ce que ça te paraît permanent? Accroche-toi à ce sentiment. Car au cours des prochaines heures, nous allons démonter ce sentiment et te montrer exactement pourquoi Albert Einstein est mort, craignant ce qu'il a découvert dans l'obscurité. Bienvenue dans le paradoxe. Tu te dis peut-être, d'accord, mais est-ce que cela a vraiment de l'importance? C'est facile de considérer la mécanique quantique comme un tour de magie pour mathématiciens. Tu lis un titre sur des particules étant à deux endroits en même temps et tu hausses les épaules. Tu te dis que ce n'est qu'une bizarrerie mathématique. Ou peut-être que c'est juste étrange en théorie, comme une énigme qui ne se résout pas. Quand on pense à la réalité qui nous entoure, on se dit souvent qu'elle est régie par des règles solides et tangibles. On imagine le quotidien avec ses prêts, ses embouteillages, ou encore ses matchs de baseball, où tout semble suivre une logique bien établie. Mais voilà la vérité qui dérange. Les mathématiques ne se contentent pas d'être une théorie abstraite. Elles servent de plan, un plan que nous confrontons à notre réalité. Et à chaque fois que nous faisons cette vérification, c'est la réalité qui a le dernier mot. On ne parle plus seulement d'équations sur un tableau noir, mais de machines, de lasers, de miroirs et de détecteurs faits de silice et d'or. Ces dernières décennies, des physiciens ont conçu des appareils capables de piéger la réalité dans ses propres contradictions. Et chaque fois, la réalité finit par avouer. Ces expériences ont été menées dans des laboratoires prestigieux, de MIT à Vienne, et ont été validées de manière rigoureuse. Les résultats sont si régulièrement surprenants qu'ils ont ébranlé certains des plus grands esprits de l'histoire. Albert Einstein n'était pas en désaccord avec la mécanique quantique parce qu'il ne la comprenait pas. En fait, il la comprenait trop bien. Il savait que si ces équations étaient justes, l'univers ne serait pas l'horloge bien huilée qu'il imaginait, mais un monde bien plus fou, où des connexions étranges et des changements rétroactifs étaient possibles. Au cours des dernières années de sa vie, il a cherché une faille dans cette logique, tentant de prouver que Dieu ne joue pas aux dés. Pourtant,
les expériences ont été claires. Les dés sont lancés et tombent sur des résultats qui ne devraient pas exister. Nous avons dépassé le stade de la question de savoir si cela se produit. Maintenant, il faut s'interroger sur ce que cela signifie. Et la réponse, c'est que le monde solide dans lequel tu évolues n'est qu'une fine couche de peinture recouvrant un océan chaotique et impossible. Alors, qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs? Pour saisir l'ampleur du problème, il faut le décomposer. Nous allons explorer 3 paradoxes spécifiques, comme 3 démolitions contrôlées de notre bon sens. Pas de jargon compliqué, juste une analyse des mises en place, des déclencheurs et des conséquences. D'abord, parlons du temps. On pense souvent que le passé est figé, qu'il est mort et enterré. Mais l'expérience du retard quantique nous pousse à remettre en question cette certitude. Elle soulève une question qui semble illogique. Un choix que tu fais maintenant peut-il réécrire l'histoire d'une particule qui a vécu et disparu avant même que tu prennes cette décision? C'est comme si on parlait de voyage dans le temps, mais c'est encore plus déroutant, car cela remet en cause la relation de cause à effet. Ensuite, nous allons déconstruire l'espace. Prenons par exemple la pseudo-télépathie quantique. Tu sais que pour communiquer avec un ami, il faut envoyer un message, parler ou faire un signe. L'information doit se déplacer, et cela prend du temps pour aller de A à B. Même la lumière a ses limites de vitesse. Pourtant, la mécanique quantique ouvre la porte à des phénomènes qui défient toutes ces notions. Imagine un lien si puissant qu'il ignore complètement l'espace. Ça te fait réfléchir, non? 2 objets, séparés par des galaxies entières, pourraient agir comme s'ils n'étaient qu'un. Ils s'ajustent instantanément l'un à l'autre, sans jamais échanger un signal. Ça remet en question tout ce qu'on pense sur la distance, n'est-ce pas? Et si tu es encore là, préparons-nous à affronter un véritable défi. Tu as entendu parler du paradoxe du friend de Wigner. Ça prend le célèbre scénario du chat de Schrödinger et l'applique à notre monde humain. Que se passe-t-il quand 2 personnes observent le même événement et voient 2 réalités qui s'excluent mutuellement? Et si les mathématiques disaient qu'elles ont toutes les 2 raison? C'est ce paradoxe qui fait le plus peur aux scientifiques. Parce que si les faits objectifs n'existent pas, qu'est-ce qu'on étudie vraiment? À la fin, tu ne remettras pas seulement en question la physique, mais même la terre sur laquelle tu es debout. Allons-y. Commençons par la base qui soutient ta vie, le temps. Pas besoin d'être un expert pour comprendre comment ça fonctionne. Tu le sens dans tes os, ça avance, toujours vers l'avant. Tu étais jeune, maintenant tu es plus vieux. Tu allumes une allumette, elle brûle, devient cendre et refroidit. Tu ne vois jamais la cendre redevenir du bois, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la flèche du temps. C'est comme la différence entre une vidéo d'un bâtiment qui s'effondre et une autre d'un bâtiment qui se construit à partir des décombres. L'une semble réelle, l'autre ressemble à un effet spécial. Ce flux est tellement ancré dans notre psychologie qu'on traite le passé et le futur comme 2 espèces complètement différentes. Le passé est figé, c'est des données concrètes. C'est comme un reçu dans ton portefeuille. Tu ne peux pas changer ce que tu as acheté hier. Le futur, en revanche, est fluide. C'est une mise en jeu, il n'est pas encore arrivé, donc on peut encore le façonner. Cette distinction est à la base de notre libre arbitre, de nos regrets et de notre espoir. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'êtres humains. Mais voilà le hic. L'univers ne semble pas partager notre vision du temps. Quand tu enlèves toute la complexité des allumettes qui brûlent et des œufs qui se cassent, et que tu regardes les lois fondamentales de la physique, la flèche du temps disparaît. Prends les lois du mouvement de Newton, la relativité d'Einstein ou l'équation de Schrödinger. Elles sont toutes symétriques par rapport au temps. Ça veut dire que si tu enregistres une interaction microscopique entre 2 particules et que tu la fais jouer à l'envers, elle obéit aux mêmes lois. Une particule qui entre en collision avec une autre a autant de sens en marche arrière qu'en marche avant. Les équations s'en fichent. Elles n'ont pas de bouton de lecture qui ne va que dans un sens. Alors, si les lois de l'univers fonctionnent dans les 2 sens, pourquoi est-ce qu'on se souvient du passé mais pas du futur? Pourquoi ne pouvons-nous pas affecter ce qui s'est passé hier?
En général, les physiciens évacuent ça en parlant d'entropie, l'idée que le désordre augmente toujours. Mais l'entropie est une notion statistique. Tu sais, l'entropie, c'est un peu comme un garde du corps pour les grandes choses désordonnées, comme les omelettes ou les moteurs. Mais quand tu te focalises sur un système quantique, comme un seul photon voyageant dans le vide, l'entropie n'est plus de la partie. La frontière entre le passé et le futur devient floue, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On commence à croire que le futur pourrait influencer le passé aussi fortement que le passé influence le futur. Pour saisir ce qui se passe avec le temps, il faut d'abord revenir sur une expérience célèbre en physique, la double fente. Tu te souviens peut-être de cette expérience que tu as étudiée au lycée, mais regardons-la sous un autre angle, comme une scène de crime. Imaginons que tu as une mitrailleuse. Tu tires sur une plaque d'acier avec 2 fentes verticales. Derrière, il y a un mur. Comme tu pourrais t'y attendre, certaines balles seront bloquées, d'autres passeront à travers. Sur le mur, tu anticipes 2 bandes de trous de balles. Simple, non? C'est ainsi que la matière se comporte. Mais maintenant, si tu réduis tes balles à la taille d'électrons ou de photons, tout change. Au lieu de 2 bandes, tu obtiens un motif d'interférence, une sorte de vague dans un étang qui se chevauche. Ça signifie que la particule n'est pas juste passée par une fente ou l'autre, mais qu'elle a traversé les deux en même temps, se comportant comme une onde, se divisant et interférant avec elle-même, avant de frapper le mur comme un nuage de probabilité. Et voilà le truc fou. Si tu mets un détecteur à côté des fentes pour voir par laquelle la particule est passée, son comportement d'onde s'arrête net. La particule redevient un objet solide, choisissant une seule fente. Le motif d'interférence disparaît, remplacé par ces 2 bandes ennuyeuses. Réfléchis à ce que cela implique. Cela veut dire que la particule sait que tu la regardes. Quand tu ne la regardes pas, c'est comme un fantôme qui explore toutes les possibilités en même temps. Mais dès que tu observes, elle se fige dans une réalité unique. L'acte de la mesurer l'oblige à décider ce qu'elle a fait. C'est déjà assez étrange, non? Ça suggère que l'histoire, le chemin que la particule a pris, n'est pas figé tant que tu ne poses pas la question. Mais les physiciens, toujours curieux, ont décidé d'aller plus loin. En 1978, un physicien du nom de John Archibald Wheeler, un vrai poids lourd qui a bossé avec Einstein et Bohr, a eu une idée pour pousser cette folie à l'extrême. Il a appelé ça l'expérience du choix retardé. Son raisonnement était simple mais percutant. Dans l'expérience de la double fente classique, on choisit de regarder la particule avant qu'elle ne passe par les fentes. On prépare le détecteur, puis on tire. Imagine un monde où une particule se comporte parfois comme une balle et parfois comme une vague, selon si elle est observée ou non. C'est ce qu'a exploré le physicien John Archibald Wheeler. Il s'est demandé, que se passerait-il si on trompait la particule? Prenons un exemple. Imagine que la particule traverse une barrière avec 2 fentes. À ce moment-là, elle a déjà pris sa décision, être une onde en passant par les 2 fentes ou un lit en passant par l'une d'elles. Elle est en plein vol, se dirigeant vers le mur au fond. Et c'est à ce moment précis que nous décidons d'activer ou non les détecteurs. Ce choix, dans le présent, influence un événement qui a eu lieu dans le passé. Si l'univers respecte le temps, cela ne devrait pas avoir d'importance. Si la particule a traversé les fentes comme une onde, activer un détecteur après coup ne devrait rien changer. C'est trop tard, la décision a été prise. Mais Wheeler a prédit quelque chose d'impossible. Il a suggéré que si nous choisissons de mesurer le chemin de la particule après qu'elle ait traversé les fentes, la particule pourrait remonter le temps et ajuster son comportement pour correspondre à notre choix. Elle déciderait rétroactivement d'avoir toujours été une seule particule. Wheeler a fait une analogie à l'échelle cosmique. Imagine un photon voyageant d'un quasar à 1 milliard d'années-lumière de distance. Pour atteindre la Terre, il doit contourner une galaxie massive. La gravité déforme sa trajectoire, lui offrant 2 options, à gauche ou à droite. Il parcourt cette distance pendant 1 milliard d'années et aujourd'hui, il entre dans notre télescope. À cet instant, nous décidons si nous voulons savoir par quel côté de la galaxie il est passé. Selon Wheeler,
Notre choix aujourd'hui détermine si ce photon a voyagé en tant que particule concentrée ou en tant qu'onde étalée pendant ce dernier milliard d'années. C'est assez incroyable, non? Cela signifie que l'histoire de l'univers n'est pas un enregistrement figé, mais une diffusion en direct que nous modifions en temps réel. Pendant longtemps, cette idée n'était qu'une expérience de pensée, un concept fascinant mais effrayant. Toutefois, la technologie a évolué et il est devenu possible de réaliser cette expérience en laboratoire. Pour cela, nous avions besoin d'un moyen de retarder notre choix sans interférer avec la particule elle-même. C'est ici qu'intervient le effaceur quantique. Ça sonne comme un gadget de science-fiction, mais c'est en réalité un dispositif ingénieux conçu pour contourner la causalité. Voici comment ça fonctionne. Nous tirons un laser à travers une double fente. Derrière les fentes, nous plaçons un cristal spécial, un cristal de bêta-baryum barate. Ce cristal a une propriété incroyable. Il divise chaque photon qui le frappe en 2 photons intriqués. Ils ont moins d'énergie, mais ils sont liés de manière indissociable, comme des jumeaux. L'un est appelé le photon signal, l'autre le photon Hitler. Ce dernier est essentiel. Le photon signal est dirigé directement vers l'écran de détection pour enregistrer un motif. C'est notre histoire. Il atteint l'écran, laisse une marque, puis disparaît. Nous vérifions où il a frappé. Mais le photon Hitler, lui, est le témoin. Il porte les informations sur quel chemin a pris le photon signal. Imagine un photon signal qui traverse un espace. Si on connaît le chemin emprunté par le photon Hitler, on peut déterminer le parcours du signal. Ces 2 photons sont entremêlés, comme 2 danseurs liés par une chorégraphie. Tu ne peux pas échapper à l'ombre de Hitler. Alors, pour gagner du temps, on lui fait emprunter un chemin plus long, un véritable labyrinthe de câbles en fibres optiques et de miroirs. Pendant que le signal frappe un mur, Hitler continue sa course. À ce moment précis, on a un choix à faire. On peut choisir de diriger Hitler vers un détecteur qui va révéler son parcours, ou bien l'envoyer dans un appareil qui va brouiller cette information, la rendant invisible. Arrêtons-nous un instant pour contempler l'univers à cet instant. Le photon signal a atteint son but, disons qu'il a frappé à un point précis, à un instant donné. C'est un fait. Ça s'est produit un certain nombre de nanosecondes auparavant. Pour nous, c'est rien du tout, mais dans le monde quantique, c'est une éternité. Ce point sur l'écran est figé, comme une empreinte dans le béton. Le passé est immuable. Pendant ce temps, Hitler est encore en pleine course à travers les câbles. Il est comme un voyageur dans le futur par rapport à son jumeau. Aucune décision n'a encore été prise, et l'univers semble suspendu. Selon la logique classique, ce qui arrive à Hitler ne devrait pas affecter le signal. Ce dernier est déjà parti, peu importe ce qu'il advient de Hitler. Que l'on le capture, qu'on le détruit ou qu'on le laisse filer, le point sur le mur est déjà là. On ne peut pas modifier une empreinte après qu'elle ait été faite. Mais c'est ici que le brouilleur entre en jeu. L'expérience cherche à répondre à une question cruciale. Le photon signal, sait-il ce qui va arriver à son jumeau dans le futur? Est-ce que le point sur le mur dépend d'une décision qui n'a pas encore été prise? Si la réponse est oui, alors tout ce que nous croyons savoir sur la cause et l'effet est remis en question. Cela voudrait dire que le futur influence le passé de manière imperceptible. Les scientifiques observent tout cela, les données affluent, et ce qu'ils voient sur leurs écrans va à l'encontre de toute logique. Plongeons dans les détails de cette expérience. Hitler file à travers les câbles. Il approche de miroirs semi-transparents et de séparateurs de faisceaux. Ce sont les carrefours de notre choix. Voici comment ça fonctionne. Si le photon atteint certains détecteurs, appelons-les D3 et D4. Cela signifie que l'information sur le chemin est préservée. On sait d'où il vient. L'univers a enregistré le parcours. Imagine un photon qui traverse un double fente, comme une balle filant droit vers son but. Dans ce cas, on s'attend à ce qu'il se comporte comme un objet solide, sans interférence, juste un petit tas de lumière qui frappe l'écran. Mais il y a une autre possibilité. Les séparateurs de faisceaux peuvent être configurés pour mélanger les chemins. Ils prennent la lumière venant de la fente de gauche et celle de la fente de droite,
et les mélange si bien qu'il devient impossible de savoir d'où provient le photon. Il arrive à un détecteur que l'on peut appeler D1 ou D2. À ce stade, il reste totalement anonyme. Les informations sur le chemin emprunté ont été effacées, disparues, à jamais. Ce qui est fascinant, c'est que cet effacement se produit de manière aléatoire. On ne force pas la chose. On laisse au séparateur de faisceaux le soin de décider, ou dans des versions plus sophistiquées, on utilise un générateur de nombres aléatoires pour changer les miroirs à la dernière seconde. L'important, c'est que la décision de conserver ou d'effacer les informations se prend après que le photon signal ait déjà terminé son voyage et se soit éteint sur le mur. Le photon signal est de l'histoire. Le photon Idler, lui, est en train de décider de son destin. C'est comme si tu attendais qu'un coureur ait franchi la ligne d'arrivée et soit rentré chez lui avant de décider de tirer le coup de feu de départ. La logique dit que la course est finie, le résultat est fixé. Mais l'effaceur quantique te dit « Attends une minute ». L'expérience se déroule, les données affluent. Des milliers de photons frappent l'écran. À première vue, en regardant l'écran, on ne voit qu'un gros tas désordonné de lumière. Ça ressemble à du bruit. Pas de schéma clair. On pourrait penser que l'expérience a échoué, mais ensuite, les scientifiques font quelque chose d'ingénieux. Ils prennent ce grand désordre de données et le trient. Ils examinent l'horodatage de chaque photon signal et le comparent avec son jumeau Idler. Ils séparent les signaux en deux tas. Tas A, les signaux dont le jumeau Idler a gardé ses informations de chemin. Tas B, les signaux dont le jumeau Idler a vu ses informations effacées. Souviens-toi, le signal est arrivé avant que l'Idler prenne sa décision. Le signal ne savait pas à quel tas il appartenait quand il a frappé le mur. Mais lorsque tu regardes le tas A, où l'information a été conservée, tu vois un amas, pas d'interférence, un comportement de particules. Et quand tu observes le tas B, où l'information a été effacée, un motif d'interférence apparaît. Le comportement d'onde se manifeste. Ralentis un instant et réfléchis à ça. Les photons signal qui savaient que leurs jumeaux allaient revoir leur identité effacée dans le futur ont décidé d'agir comme des ondes dans le passé. Les photons signal qui savaient que leurs jumeaux allaient être capturés se sont comportés comme des particules. C'est comme si le photon signal se tenait devant le mur, regardait sa montre, attendait que l'avenir se déroule, recevait un message de demain, puis décidait où se poser. Les données sont indéniables. Le graphique pour le groupe effacé montre les signatures des ondulations d'interférence. Le graphique pour le groupe conservé montre le solide impact des particules. Le choix futur a dicté la réalité du passé. Ça remet en question tout ce que tu pensais savoir. C'est troublant, n'est-ce pas? C'est fou comme certaines découvertes en physique quantique peuvent vraiment défier notre compréhension du temps et de la causalité. En gros, dans notre monde habituel, quand tu pousses un domino, il tombe, et c'est assez simple, la poussée est la cause, et la chute est l'effet. On a toujours l'impression que le temps suit un ordre bien précis. Mais là où ça devient intéressant, c'est avec le fameux effet du gommage quantique. Imagine un scénario où l'effet se produit avant même que la cause n'intervienne. C'est un peu comme si tu écrivais une lettre à toi-même hier et qu'elle arrivait dans ta boîte aux lettres. Cela remet en question notre vision linéaire du temps, comme si chaque événement n'était pas juste une chute de domino, mais plutôt une toile tendue, où tirer un fil à une extrémité fait vibrer le début. Mais attends, comment un photon peut-il agir de cette manière? Est-ce qu'il a une sorte de radio ou une connexion psychique? Bien sûr que non. C'est juste une particule subatomique, sans cerveau ni plan. Pourtant, chaque fois que l'information sur le chemin suivi par le photon est effacée, même si cela arrive 1 an plus tard ou à des millions d'années-lumière, le photon partenaire se comporte comme une onde. Et quand l'information est conservée, il agit comme une particule. C'est comme si l'univers cachait un secret, une sorte de cohérence mystérieuse. Il ne te laisse pas apercevoir l'onde si tu sais quel chemin le photon a pris. Peu importe le moment où tu le découvres, tant que l'information existe quelque part dans l'espace-temps, la probabilité s'effondre. Mais ne te fais pas trop d'illusions sur la possibilité de voyager dans le temps. Il y a un hic, comme toujours,
Quand tu regardes les données brutes sur l'écran de signal avant de les comparer avec celles des détecteurs futurs, tout ce que tu vois, c'est une tache grise. L'interférence entre les modèles d'ondes et de particules se superpose de telle manière qu'on ne peut pas les distinguer à l'œil nu. Tu ne vois le motif qu'après avoir trié les résultats des détecteurs futurs. Autrement dit, tu ne peux pas envoyer un message dans le passé. Tu ne peux pas te dire « Tiens, il y a des ondulations, ça veut dire que mon ami va effacer l'info demain. » Non, tu ne verras que du bruit. Il te faut cette clé du futur pour décoder le message du passé. Les physiciens appellent cela le théorème de non-signaling. Ça préserve la relativité et nous empêche de créer des paradoxes, comme tuer son propre grand-père. Mais ça ne fait pas disparaître le mystère. Le fait que tu ne puisses pas utiliser ça pour envoyer un message ne signifie pas que la connexion n'existe pas. Les événements futurs sont mathématiquement liés aux événements passés, et l'univers semble toujours vouloir relier les deux bouts de la timeline. Il se contente de cacher les preuves, comme un jeu de cache-cache. C'est fascinant, non? Imagine un crime parfait, mais dont la preuve est cachée derrière un code qui n'a pas encore été créé. L'événement s'est déjà produit, et la chronologie a été altérée. Pourtant, tu ne peux pas le prouver tant que le futur ne se manifeste pas. Que signifie cela pour ta propre histoire? On a tendance à voir le passé comme un tableau terminé. Les couleurs sont figées, et une fois que l'artiste a posé son pinceau, on ne peut plus rien changer. On croit que l'histoire est simplement un enregistrement des faits avérés. Mais le concept de l'effacement quantique remet tout en question. Il nous fait voir le passé non pas comme un tableau, mais comme une photo instantanée qui est encore en train de se développer. L'image existe, mais elle est floue, indécise. Elle reste dans cet état indéterminé jusqu'à ce qu'un événement futur interagisse avec elle. Réfléchis à ce que cela implique. Cela signifie qu'un événement d'hier pourrait ne pas avoir de résultat définitif. Il pourrait se trouver dans un état fantôme, attendant que tu agisses demain pour qu'il se précise. Cela remet en cause l'idée d'une chronologie linéaire. Dans ce monde linéaire, A entraîne B et B entraîne C. Mais ici, C semble chuchoter à l'oreille de A. La fin de l'histoire contribue à écrire le début. Ce phénomène est ce que les physiciens appellent la rétrocausalité. Ce n'est pas du voyage dans le temps à la Hollywood, pas de machines à voyager dans le temps où l'on tue son grand-père. C'est bien plus subtil. C'est l'idée que la chronologie agit comme une corde tendue. Si tu tires sur une extrémité, l'autre se déplace, peu importe laquelle est le passé et laquelle est le futur. La corde est un tout, et les vibrations se déplacent dans les deux sens. Quand le photon Adler choisit son chemin dans le futur, il exerce une traction sur la corde, ce qui influence le photon signal dans le passé. Ce dernier ajuste son comportement pour s'adapter à cette interaction. Cela crée une réalité cohérente qui relie les deux moments. Ainsi, l'histoire n'est pas une série de dominos qui tombent, mais plutôt une poignée de mains à travers le temps. Le passé tend la main vers le futur, et le futur répond au passé. La réalité ne se manifeste que lorsque leurs mains se rencontrent. Tant que cette poignée de main n'a pas lieu, tout n'est qu'une question de probabilité, une brume. Tu pourrais penser que ton passé est immuable, mais la physique suggère qu'il attend peut-être que tu termines l'histoire. Peut-être espères-tu que tout cela n'est qu'une théorie marginale, que la plupart des physiciens le considèrent comme une absurdité. Pourtant, des scientifiques sérieux élaborent des modèles mathématiques pour expliquer précisément cela depuis des décennies. L'un des plus connus est le formalisme à deux vecteurs d'état, développé par Yakir Aharonov, une figure emblématique de ce domaine. On va parler d'une théorie qui fait vraiment réfléchir, c'est celle d'Aharonov sur les fondements de la mécanique quantique. Tu sais, en physique classique, on a tendance à décrire un système avec un seul vecteur d'état. On part du passé pour avancer vers le futur, comme une flèche tirée d'un arc. Si on sait où se trouvait cette flèche il y a une seconde et à quelle vitesse elle allait, on peut prédire où elle est maintenant. C'est comme ça qu'on envoie des fusées sur la Lune ou qu'on conduit une voiture. On regarde le passé pour anticiper l'avenir. Mais Aharonov a remis en question cette vision. Il a proposé que les systèmes quantiques ne sont pas définis par une seule flèche, mais par deux.
La première flèche suit notre intuition. Elle vient du passé et avance vers le futur. Mais il y a une deuxième flèche qui vient du futur et se dirige vers le passé. Imagine un instant ça. Dans cette pièce, tu es en quelque sorte défini par tout ce qui t'est arrivé depuis ta naissance, mais aussi par tout ce qui t'arrivera jusqu'à la fin de tes jours. Le moment présent serait donc ce point de collision entre le passé et le futur. Cette théorie pourrait expliquer le paradoxe du Quantum Eraser. Mais pourquoi le photon signal sait-il ce que va faire le photon Hitler? Parce qu'il reçoit des informations du futur qui lui parviennent en sens inverse. Le choix effectué au détecteur renvoie une onde à travers le temps, et cette onde influence le comportement du photon signal. Dans cette optique, il n'y a rien de magique ni d'étrange, juste un univers symétrique où le temps s'écoule dans les deux sens, un peu comme une rue à double sens. On est juste aveugle au trafic qui vient de l'autre côté. On ne voit que les voitures qui avancent, parce que nos cerveaux sont programmés pour lire l'histoire de la première à la dernière page. Mais l'univers, lui, voit l'ensemble du livre d'un coup. C'est facile de critiquer les expériences des années 70 ou 90 en disant qu'elles étaient mal conçues. Peut-être que l'équipement n'était pas à la hauteur ou que les lasers n'étaient pas bien alignés. Le scepticisme, c'est important, c'est ce qui fait avancer la science. Mais dans ce cas, le scepticisme a rencontré un mur. L'expérience de choix retardé a non seulement résisté aux critiques, mais elle s'est renforcée. En 2007, une équipe dirigée par Vincent Jack a réalisé une version de cette expérience avec une rigueur suffisante pour faire taire les détracteurs. Ils n'ont pas utilisé n'importe quel matériel, mais ont vérifié la nature du photon unique avec une précision extrême. Ils ont comblé les failles et le résultat est resté le même. Le choix du futur dictait le comportement du passé. Puis en 2013, une autre équipe, dirigée par Xiaohong Ma, a poussé l'expérience encore plus loin en séparant les deux photons intriqués sur une distance massive. Ils les ont envoyés dans différents laboratoires pour éviter toute communication normale entre eux, assurant ainsi que les signaux ne pouvaient pas voyager d'un endroit à l'autre dans le temps. Des horloges atomiques ont été utilisées pour synchroniser les mesures avec une précision incroyable, jusqu'à la nanoseconde. L'objectif était d'être absolument certain que les choix étaient faits après les événements. Ils ont tenté de contredire la théorie, de trouver une échappatoire, de préserver la vision classique du temps. Mais l'univers n'a pas voulu coopérer. Les résultats étaient limpides. Le motif d'interférence n'apparaissait que si une mesure future le permettait. Le comportement des particules se manifestait uniquement lorsque la mesure à venir le requérait. Les données s'alignaient parfaitement avec les prévisions de la mécanique quantique. Ce n'était pas une erreur statistique ni un bug dans un logiciel. C'est une caractéristique fondamentale de notre monde. Alors, on ne devrait plus se demander si c'est vrai. On sait que c'est vrai. On devrait plutôt se demander pourquoi on a si peur de l'accepter. Pourquoi s'accroche-t-on si fermement à l'idée d'un temps linéaire alors que les preuves suggèrent que c'est une illusion? Peut-être que l'alternative est trop vaste pour notre esprit. Si le futur est déjà assez réel pour nous envoyer des ondes, alors peut-être qu'il est déjà écrit. Et cela nous amène à un des concepts les plus effrayants de la physique, l'univers bloc. Si le temps est symétrique et que le futur existe aussi solidement que le passé, alors il n'y a pas de flux, pas de rivière, juste un bloc de glace. Imagine un pain long et rectangulaire. Tu peux le couper en fines tranches. Chaque tranche représente un moment dans le temps. Une tranche pour les dinosaures, une pour l'Empire romain, une pour toi, prenant ton petit déjeuner ce matin, et une autre pour ton enterrement dans 50 ans. De ton point de vue à l'intérieur du pain, tu ne vois qu'une tranche à la fois. Tu penses que tu avances à travers le pain d'une extrémité à l'autre, que la prochaine tranche n'existe pas tant que tu ne l'as pas coupée. Mais l'univers bloc affirme que tout le pain existe en même temps. Le début, le milieu et la fin sont tous là, également réels. Ils sont tous figés dans une structure cristalline à 4 dimensions que l'on appelle l'espace-temps. Les dinosaures sont toujours vivants dans leur tranche. Tu es déjà mort dans ta tranche future. Rien ne bouge réellement. Rien ne change vraiment. La seule chose qui se déplace, c'est ta conscience.
Ta perception avance le long du bloc, comme une lumière sur une pellicule. Le film est déjà tourné, le scénario est écrit, la fin est fixée. Tu es simplement en train de le découvrir pour la première fois. L'expérience du Quantum Eraser soutient cette vision. Elle montre que le futur est suffisamment solide pour renvoyer des signaux. Elle indique que les événements de demain nous attendent. Et si c'est vrai, qu'en est-il du libre arbitre? Que devient le choix? Tu sais, quand on commence à explorer les mystères de la mécanique quantique, on se retrouve confronté à des questions fascinantes. Par exemple, si tu effaces un jour les informations sur un chemin, est-ce que tu as vraiment pris une décision? Ou cette décision n'était-elle qu'une autre partie figée d'un bloc préexistant? C'est un peu comme si on réalisait qu'on est des personnages d'un livre déjà écrit. Peu importe combien on se débat sur la page, les mots suivants sont déjà là, immuables. On a en quelque sorte déconstruit le temps, en le transformant en une sorte de prison. Et si tu trouves ça déjà oppressant, attends de voir ce qui se passe quand on commence à abattre les murs de l'espace. Parce que dans une prison, au moins, tu sais où se trouvent les limites. Dans la prochaine énigme, on découvrira que ces murs n'existent même pas. En abandonnant la prison du temps, on entre dans le vaste vide de l'espace. Si le temps est comme une rivière qui nous pousse en avant, l'espace, lui, est cette barrière qui nous sépare. On considère souvent que les objets sont distincts les uns des autres. Toi, tu es ici. Moi, je suis là. L'écran est devant toi, le mur derrière. Cette distance, on l'associe à la sécurité. Dans le monde classique, la distance est le meilleur rempart. Si tu veux influencer quelque chose, il faut le toucher. Si tu ne peux pas le toucher, il te faudra lancer un caillou ou envoyer un signal, qu'il soit sonore, radio ou lumineux. Tout cela prend du temps. Rien ne se passe instantanément. C'est la loi des choses, une loi qu'on appelle la localité. C'était le fondement de l'univers d'Albert Einstein, qui pensait que l'influence d'un objet se limitait à son environnement immédiat. Selon lui, rien ne pouvait dépasser la vitesse de la lumière. Si le Soleil explosait maintenant, nous n'en aurions pas connaissance avant 8 minutes. Pendant ce temps, on verrait toujours la lumière, on ressentirait encore la gravité. On serait dans une ignorance heureuse, car l'information sur l'explosion doit physiquement parcourir les 93 millions de miles qui nous séparent du Soleil. Cette limite de vitesse maintient l'univers en ordre. Elle empêche le chaos et garantit que chaque cause mène à son effet de manière prévisible. Cela implique que chaque objet porte sa propre réalité. Une pomme sur une table à New York a ses propres propriétés, tout comme une pomme à Londres. Elles ne sont pas connectées, elles ne communiquent pas, elles ne se soucient pas l'une de l'autre. Ce sont des îles dans l'océan sombre de l'espace. Cette idée de séparation peut sembler isolante, mais elle a aussi du sens. Ça correspond à notre expérience quotidienne. On ne s'attend pas à ce que notre tasse de café se renverse juste parce que quelqu'un d'autre, à des milliers de kilomètres, a fait tomber la sienne. Pourtant, la mécanique quantique a ce petit truc pour prendre tout ce qui semble logique et le remettre en question. Dans les années 30, les physiciens ont commencé à explorer ces paradoxes, et ça a changé notre compréhension du monde. Des scientifiques ont découvert quelque chose d'étrange en mathématiques, un véritable fantôme dans la machine. Ils ont constaté que, sous certaines conditions, deux particules pouvaient interagir, puis se séparer, mais en réalité, elles ne seraient jamais vraiment éloignées l'une de l'autre. Elles devenaient liées, comme si elles avaient noué un lien mystérieux. Ce lien n'est pas une simple corde ou un signal radio, c'est bien plus profond. Quand deux particules sont intriquées, elles cessent d'être deux objets distincts. Elles forment une seule entité mathématique qui se trouve simplement à deux endroits différents. Elles partagent une fonction d'onde, elles partagent leur existence. Imagine deux pièces de monnaie. Tu les fais tourner sur une table, puis tu les sépares. Une pièce part au pôle nord, l'autre au pôle sud. Elles sont séparées par des milliers de kilomètres, complètement isolées. Tu frappes la pièce au pôle nord, elle tombe face. Instantanément, sans le moindre délai, la pièce au pôle sud tombe pile. Cela se produit à chaque fois. Si la pièce du nord est pile, celle du sud est face.
Elles sont parfaitement anticorrélées. C'est ce qu'Einstein a appelé une action fantomatique à distance. Il a utilisé le terme fantomatique parce que cela le terrifiait. Cela contredisait les limites de vitesse de l'univers. Comment la pièce au pôle sud savait-elle ce qui se passait au pôle nord? Comment savait-elle qu'elle devait tomber pile au moment exact où son partenaire tombait face? Il n'y avait pas le temps pour un signal de voyager entre elles. Rien ne pouvait traverser la Terre aussi vite. Cela semblait magique, comme si les particules avaient une sorte de télépathie. Cela suggérait que l'espace n'existait pas vraiment pour elles, que la distance n'était qu'une illusion. Einstein détestait cela. Il en était passionnément convaincu. Il soutenait que la physique devait être erronée. Il ne pouvait pas croire que l'univers était aussi bizarre. Il pensait qu'il devait y avoir une explication rationnelle, une raison classique simple qui expliquerait pourquoi les pièces correspondèrent toujours. Pendant longtemps, beaucoup lui ont donné raison. Einstein a proposé une défense, une manière de préserver la logique. Il a dit « Ce n'est pas de la magie, c'est juste un manque d'information ». Il a avancé une idée appelée « variable cachée ». Imagine que j'ai une paire de gants, un gant gauche et un gant droit. Je les mets dans 2 boîtes différentes, je les scelle et je les mélange. Je te donne une boîte et je garde l'autre. Je m'envole vers la Lune pendant que tu restes sur Terre. Tu ouvres ta boîte et tu vois un gant gauche. Instantanément, tu sais que j'ai le gant droit. Cela signifie-t-il que mon gant s'est transformé en gant droit au moment où tu as regardé? Qu'un signal a voyagé de la Terre à la Lune plus vite que la lumière? Évidemment non. Les gants étaient déjà un gauche et un droit quand nous les avons mis dans les boîtes. Ils avaient ces propriétés dès le départ. Nous ne savions juste pas lequel était lequel avant de regarder. Le résultat était prédéterminé, inscrit dans le passé. Einstein avait une vision fascinante des particules intriquées. Il pensait que, lorsqu'elles sont créées, elles établissent un accord secret. Imagine un peu, l'une des particules dirait « Je vais être en rotation vers le haut », tandis que l'autre répondrait « Et moi, je serai en rotation vers le bas ». Pour nous, tout cela semble aléatoire, mais en réalité, cela ne l'est pas. Ces particules portent en elles des variables cachées qui leur dictent leur comportement. Si Einstein avait raison, cela signifierait que l'univers est prévisible, que tout est en ordre, et qu'il n'y a pas de lien mystérieux instantané. Cela nous ramène simplement à notre manque de connaissances. Il suffisait de dénicher ces variables invisibles. Cette explication était parfaitement logique et, pendant 3 décennies, elle a dominé les débats. Tout le monde croyait qu'Einstein avait la main haute dans cette discussion. Pourquoi la nature utiliserait-elle une magie incompréhensible quand elle pourrait se contenter de la logique? Mais dans les années 60, un physicien irlandais, John Stuart Bell, a décidé d'explorer cette idée plus en profondeur. Il a posé une question audacieuse. Y a-t-il une différence entre le scénario des gants et celui de la mécanique quantique? Existe-t-il une expérience qui pourrait montrer un résultat différent entre les variables cachées et l'intrication véritable? Et, devine quoi? Il a trouvé qu'il y avait effectivement une différence. La meilleure façon de comprendre cela n'est pas à travers des équations, mais à travers un jeu. Un jeu qu'il serait impossible de gagner dans un univers classique, mais qui devient facile à remporter dans un univers quantique. Ce jeu s'appelle le jeu du carré magique. Ça sonne comme une devinette qu'on pourrait trouver dans un journal dominical, mais en fait, c'est un test de la structure même de la réalité. Voici comment ça fonctionne. Imaginons 2 joueurs, appelons-les Alice et Bob. Ce sont des coéquipiers qui gagnent ou perdent ensemble. Toutefois, pendant le jeu, ils sont séparés, chacun dans une pièce différente. Pas de discussion, pas de texto, pas de contact visuel. Ils n'ont aucun moyen de communiquer. À chacun, on donne une grille simple de 3 par 3, à la manière d'un tableau de morpion. Un arbitre demande à Alice de remplir une ligne spécifique de sa grille avec des plus et des moins, tandis que Bob doit remplir une colonne précise de la sienne. Il y a des règles à respecter pour le remplissage. Alice doit s'assurer que les nombres de sa ligne donnent un produit de plus 1,
et Bob doit veiller à ce que les nombres de sa colonne multiplient pour obtenir -1. Et voilà le piège. Le nombre à l'intersection de leur ligne et de leur colonne doit être identique pour les deux joueurs. Si Alice met 1+1 dans cette case, Bob doit également y mettre 1+1. S'ils correspondent, ils gagnent. Sinon, ils perdent. Dans un monde régi par des variables cachées, cela semble facile. Il pourrait convenir d'une grille maîtresse avant le début du jeu, mémoriser un schéma, établir une stratégie. Mais si tu regardes les mathématiques de tout cela, tu te rends compte d'un fait ahurissant. Il est logiquement impossible de gagner. Imagine un jeu qui semble simple, mais qui s'avère être un véritable casse-tête. Tu as une grille composée de 9 cases, et tu dois y placer un +1 ou un -1 dans chaque case. Les règles sont claires. Chaque ligne doit multiplier pour donner un résultat positif, tandis que chaque colonne doit multiplier pour obtenir un résultat négatif. Tu veux essayer? Prends une feuille, dessine la grille et commence à écrire des chiffres. Au début, ça semble possible. La première ligne fonctionne, la deuxième aussi, et même toutes les colonnes semblent en ordre. Mais voilà, quand tu arrives à la dernière case en bas à droite, tu te retrouves face à un vrai dilemme. Pour respecter la règle de la ligne, tu dois mettre un +1, mais pour la colonne, il te faut un -1. Impossible d'insérer les deux dans la même case, n'est-ce pas? C'est frustrant, mais c'est mathématiquement contradictoire. Ce n'est pas un simple coup de malchance, c'est une erreur de parité. Le nombre de signes négatifs nécessaires pour les lignes est pair, alors que pour les colonnes, il est impair. C'est un impasse. En d'autres termes, il n'existe pas de solution parfaite que deux joueurs, Alice et Bob, pourraient mémoriser à l'avance. Même s'ils tentaient de s'accorder sur une stratégie avant de se séparer, ils finiraient par échouer. À chaque fois qu'ils s'affronteront, il y aura un moment où leurs choix ne correspondront pas à ce que le juge demande. Dans une approche classique, le meilleur taux de réussite qu'ils pourraient espérer serait de 89%. C'est la limite, rien de plus. Si Einstein avait raison et que les particules se comportaient comme des gants dans des boîtes, Alice et Bob devraient perdre un jeu sur 9. La logique semble implacable. Mais voilà, la mécanique quantique ne se soucie pas de la logique. Imagine maintenant qu'Alice et Bob disposent d'un avantage quantique. Plutôt que de mémoriser une grille, ils partagent une paire de particules intriquées. 2 paires, en fait. Ils se rendent dans des pièces séparées, sans plan, sans script. Leur esprit est vide. Lorsque le juge demande à Alice de lui fournir son résultat pour une ligne, elle ne regarde pas une feuille de triche. Elle se concentre sur ses particules. Elle effectue une mesure qui dépend de la ligne demandée. Les particules lui donnent un résultat aléatoire, soit un spin vers le haut, soit un spin vers le bas. Elle traduit cela en +1 ou -1 et le note. Pendant ce temps, Bob, dans sa pièce, est également en train de répondre à la demande du juge. Bob se lance dans une expérience où il mesure des particules et lui aussi obtient un résultat aléatoire. Mais voici la magie. Ces particules sont entrelacées, ce qui signifie que leurs résultats ne sont pas indépendants. Ils sont connectés. Quand Alice effectue sa mesure, elle influence instantanément l'état de la partie de Bob, même s'ils sont séparés par des murs ou des océans. Peu importe qu'ils ne puissent pas s'échanger des mots, les particules communiquent pour eux. Les mathématiques montrent que s'ils suivent cette stratégie quantique, leurs réponses respecteront toujours certaines règles. La ligne de Bob fera un produit de +1, tandis que la colonne de Alice sera à -1. Et surtout, le carré d'intersection sera parfaitement aligné à chaque fois. Ils remportent tous leur jeu. Ils franchissent les limites classiques et réalisent quelque chose qui semble impossible. Pour un observateur extérieur, ça ressemble à de la triche. On pourrait penser qu'il y a un fil caché sous le sol. Mais il n'y a pas de fil, juste cette connexion étrange de la mécanique quantique. Les physiciens appellent cela la pseudo-télépathie quantique. Ce terme est idéal car il saisit exactement ce qui se passe. Ce n'est pas de la véritable télépathie, car Alice et Bob ne peuvent pas échanger de messages. Alice ne peut pas utiliser sa particule pour dire à Bob ce qu'elle a mangé au déjeuner, ni lui donner un conseil d'investissement ou l'avertir d'un danger. C'est l'aléatoire de la mesure qui empêche cela. Elle ne peut pas contrôler le résultat,
donc elle ne peut pas coder de message. Pourtant, c'est de la pseudo-télépathie, parce qu'ils agissent comme s'ils partageaient un esprit unique. Ils coordonnent leur comportement d'une manière qui nécessite un partage d'informations. Si tu voyais deux personnes dans des pièces séparées répondre à des questions en parfaite synchronisation, tu penserais qu'elles communiquent, qu'un signal passe entre elles. Mais dans le monde quantique, il n'y a pas de signal. L'information ne voyage pas d'Alice à Bob. Elle n'a pas besoin de voyager, car Alice et Bob ne tiennent pas deux parties distinctes de l'univers. Ils tiennent les deux extrémités du même fil. L'enchevêtrement efface en quelque sorte l'espace qui les sépare. Pour les besoins du jeu, la distance est nulle. Cela remet en question l'idée de localité, qui stipule que les choses n'affectent que leurs voisins immédiats. Mais la pseudo-télépathie démontre que l'univers est non local. Cela signifie que ce qui se passe ici a une conséquence immédiate là-bas, peu importe la distance. En fin de compte, cela implique qu'à un niveau fondamental, l'univers n'est pas composé de pièces séparées, mais constitue une toile unique et holistique. Lorsque tu tires sur une partie de la toile, l'ensemble vibre. Nous sommes simplement trop grands et trop lents pour percevoir cette vibration. Mais les particules, elles, la ressentent et l'utilisent pour remporter le jeu. Tu pourrais penser que tout cela n'est qu'un jeu joué dans un laboratoire avec un équipement sensible. Tu pourrais te dire que cela ne concerne que ce cadre. Tu sais, ce phénomène incroyable des particules intriquées ne fonctionne qu'à quelques mètres sur une table optique, mais les scientifiques ont voulu explorer jusqu'où cette connexion pouvait vraiment s'étendre. En 2017, une équipe de chercheurs chinois a lancé un satellite nommé MSUS. Son objectif ? Transmettre des photons intriqués jusqu'à la Terre. Une station se trouvait dans l'Himalaya, tandis que l'autre était à plus de 1000 km de distance. Ils ont donc réalisé ce qu'on appelle le test de Bell. Imagine un peu, les particules étaient séparées par le vide spatial et l'atmosphère terrestre, et pourtant, la connexion est restée intacte. Les particules ont continué à être intriquées, se coordonnant instantanément à travers un continent. Mais les scientifiques sont allés encore plus loin. Ils se sont demandé si, d'une certaine manière, les particules n'avaient pas un moyen de connaître les réglages des détecteurs à l'avance. Alors, ils ont décidé d'utiliser l'univers lui-même comme générateur de nombres aléatoires. Ils ont pointé leur télescope vers des quasars, ces galaxies anciennes situées à des milliards d'années-lumière. Ils ont utilisé la couleur de la lumière provenant de ces quasars pour déterminer comment mesurer les particules ici-bas. C'est ce qu'on appelle le test de Bell cosmique. Cela garantissait que la manière de mesurer les particules avait été décidée des milliards d'années auparavant par une étoile de l'autre côté du cosmos. Si un complot pour falsifier l'intrication existait, il aurait dû être mis en place avant même la naissance de la Terre. Et devine quoi ? L'intrication tenait toujours bon. C'était comme une télépathie à distance. Même lorsque les instructions provenaient du bord de l'univers visible, les particules sur Terre agissaient comme une seule et même unité. Cela prouve que la non-localité n'est pas une erreur de laboratoire. C'est une caractéristique fondamentale de l'univers. Cette connexion s'étend à travers les galaxies, elle défie le temps et ignore les distances. Elle unit l'univers d'une manière qu'Einstein n'a jamais voulu accepter. Pour nous, l'espace est immense, mais pour une particule quantique, l'espace n'est rien. Tu dois te poser une question légitime. Si ces particules peuvent communiquer instantanément à travers la galaxie, pourquoi ne pouvons-nous pas les utiliser pour envoyer des messages ? Pourquoi ne pouvons-nous pas construire un téléphone quantique ? Pourquoi ne pouvons-nous pas communiquer plus vite que la lumière ? Si nous pouvions le faire, cela violerait les lois fondamentales d'Einstein. C'est là que cela devient délicat et frustrant. On parle d'une coexistence pacifique, une trêve entre deux théories qui se détestent. D'un côté, tu as la mécanique quantique, qui affirme que les connexions sont instantanées, que l'espace n'a aucune importance et que ce qui se passe ici influence immédiatement ce qui se passe là-bas. De l'autre, il y a la relativité restreinte, qui dit que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. C'est un vrai numéro d'équilibriste dans le monde de la physique. Tu sais, l'espace est souvent perçu comme une barrière rigide, n'est-ce pas ? On a l'idée que la cause doit toujours précéder l'effet. Ça semble contradictoire, et pourtant, ces deux théories coexistent grâce à un petit détail.
le hasard. Pense à Alice et Bob, chacun dans leur coin. Alice examine sa particule et obtient un résultat. Disons qu'elle tombe sur « spin-up ». À ce moment-là, la particule de Bob devient instantanément « spin-down ». C'est comme si l'information voyageait plus vite que la lumière. Mais il y a un hic. Alice n'a aucun contrôle sur son résultat. Elle ne peut pas décider que sa particule sera « spin-up ». C'est totalement aléatoire, un peu comme lancer une pièce de monnaie. Elle ne peut pas envoyer de message en disant « si je veux dire bonjour, je ferai tourner ma particule vers le haut ». Elle doit se contenter de ce que l'univers lui donne, et Bob, lui aussi, est dans la même situation. Quand il mesure sa particule, il obtient aussi un résultat aléatoire. Il voit « spin down », mais il ne sait pas si c'est à cause d'Alice ou juste un pur coup de chance. En regardant ces données, il ne voit que du bruit, du statique aléatoire. Ce n'est qu'en se retrouvant avec Alice et en comparant leurs notes qu'il pourra déceler un schéma. Ainsi, l'information n'a pas réellement voyagé plus vite que la lumière, c'est seulement la corrélation qui s'est établie à cette vitesse. L'univers permet cette connexion étrange, mais il nous empêche de l'utiliser pour envoyer des messages. C'est comme si l'univers disait « Je vous autorise à être connectés, mais je ne vous laisse pas parler ». C'est une sorte de censure cosmique, une manière de préserver l'ordre dans les lois de la physique. Alors, comment expliquer un tel phénomène ? Comment comprendre un univers où les choses sont éloignées et pourtant semblent agir comme si elles étaient côte à côte ? Un physicien brillant et controversé du XXe siècle, David Bohm, a proposé une idée fascinante. Selon lui, le problème ne vient pas des particules elles-mêmes, mais de notre perception de l'univers. On a tendance à penser que l'espace est vide et que les objets sont des entités séparées qui flottent à l'intérieur. Mais Bohm a affirmé que c'est une illusion. Il a utilisé une analogie célèbre pour l'expliquer. Imagine un aquarium, un grand réservoir rectangulaire. À l'intérieur, il y a un poisson qui nage. Maintenant, imagine que tu ne peux pas voir directement l'aquarium, mais seulement à travers 2 caméras vidéo. L'une est tournée vers l'avant de l'aquarium et l'autre vers le côté. Ces caméras sont reliées à 2 écrans dans une autre pièce. Tu es assis là, observant les écrans. Sur l'un, tu vois un poisson se déplacer, tandis que sur l'autre. Imagine que tu regardes 2 poissons dans un aquarium. D'un angle, l'un peut sembler long et étroit, tandis que l'autre paraît court et large. Mais à mesure que tu observes, un phénomène étrange se produit. Quand le poisson de l'écran A tourne légèrement, celui de l'écran B fait de même. Et lorsque le poisson A fait un mouvement brusque, le poisson B réagit immédiatement. Si tu ne savais pas qu'il y a un aquarium, tu pourrais penser qu'ils communiquent par télépathie, comme s'ils s'envoyaient des signaux plus rapides que la lumière. Tu pourrais même imaginer une théorie complexe pour expliquer leur synchronisation. Pourtant, la réalité est bien plus simple. En fait, il n'y a qu'un seul poisson. Ce que tu vois, ce sont 2 projections d'une réalité de dimension supérieure. Un physicien, Bohm, a suggéré que notre univers pourrait fonctionner de la même manière. On observe des particules éloignées dans l'espace, comme un électron ici et un autre là-bas, et on suppose qu'elles sont séparées. Mais à un niveau plus profond, peut-être qu'elles sont en réalité la même entité. Peut-être que l'espace n'est qu'une illusion, que notre univers est un hologramme. Dans un hologramme, chaque partie contient l'ensemble. Si tu coupes un hologramme, tu ne perds pas la moitié de l'image, mais tu obtiens 2 versions plus petites de l'image complète. Si l'univers est ainsi, alors l'intrication n'est pas un mystère, mais quelque chose de naturel. Les choses sont connectées parce qu'elles n'ont jamais vraiment été séparées. La séparation n'est qu'une question de perspective, une limite de notre vision. Maintenant, appliquons cette idée à toi. Pense aux atomes de ton corps, aux neurones de ton cerveau, à l'air dans tes poumons. On sait que l'intrication se produit lorsque des particules interagissent. Quand 2 particules se percutent ou naissent ensemble, elles forment un lien indestructible, peu importe la distance. En réfléchissant à l'histoire de notre univers, remontons le temps. Retourne avant les dinosaures, avant la formation de la Terre, avant la naissance du Soleil,
jusqu'au Big Bang, il y a 14 milliards d'années. À ce moment précis, toute la matière et toute l'énergie de l'univers étaient concentrées en un seul point. Chaque électron, chaque quark, chaque photon, tout ce qui compose ta personne et tout ce qui forme l'étoile la plus lointaine était en contact, interagissant. C'était une grande soupe chaude, d'existence unifiée. Si l'intrication existe et persiste, alors, en théorie, tout dans l'univers est toujours lié aux autres éléments. Les particules qui composent ta main gauche ont un jour été en contact avec celles qui constituent un trou noir dans la galaxie d'Andromède. Les atomes qui t'habitent ont une histoire commune, tissée à travers l'immensité du cosmos. Imagine un instant où tes yeux ont partagé une connexion intime avec les atomes d'une étoile mourante, située à des milliards d'années-lumière d'ici. C'est fou, non? Cette idée, c'est ce que les physiciens appellent la fonction d'onde universelle. En gros, cela signifie qu'il n'existe pas de systèmes isolés. Tout est relié dans un seul grand système, l'univers. Tu n'es pas juste un observateur extérieur. Tu es une partie intégrante de cette vague. Tu es une ondulation dans l'immensité de l'océan. C'est beau, mais en même temps, ça peut faire frissonner. Cela remet en question notre notion de vie privée. Cela signifie que l'isolement est une illusion. À un niveau quantique, tu es en contact constant avec les confins du cosmos. Chaque geste, chaque pensée, chaque souffle que tu prends fait partie d'une seule équation qui englobe tout à la fois. On aime se croire comme des agents indépendants, comme des individus distincts avec nos propres limites. Mais la mécanique quantique nous dit que ces limites sont floues. La frontière entre toi et l'univers n'est pas un mur solide, c'est plutôt une ligne en pointillé. Et parfois, dans certaines conditions, cette ligne peut complètement disparaître. On a déjà détruit le temps, on a bousculé l'espace, on a enlevé la sécurité que nous offrait la distance. Mais il nous reste une dernière chose à laquelle on s'accroche, un ultime rempart pour préserver notre raison, l'idée qu'il existe une vérité objective. Regardons un peu les dégâts que nous avons causés jusqu'à présent. C'est colossal. On a commencé notre voyage avec une carte du monde qui semblait confortable, où le temps s'écoulait comme une rivière, où les objets restaient à leur place, où tout était distinct. Cette carte est maintenant en lambeaux. On a réalisé que le futur peut influencer le passé. On a découvert que deux objets peuvent agir comme un seul à travers l'univers entier. On a appris que le sol sous nos pieds est en réalité un réseau de probabilités en constante évolution. Mais malgré tout cela, on s'accroche à une croyance fondamentale et désespérée, celle que les faits sont des faits. On suppose que même si la physique semble bizarre, il existe toujours une seule réalité. On pense que si je vois quelque chose, tu le verras aussi. On imagine que la vérité est objective. Si une lumière est allumée, elle l'est pour tout le monde. Si un chat est mort, il l'est pour tous. Si une mesure est effectuée, le résultat est gravé dans la pierre pour que tous les observateurs soient d'accord. C'est la base de la science, le socle de notre raison. Sans fait partagé, on vit juste dans nos propres rêves privés. On n'est que des hallucinations qui discutent avec d'autres hallucinations. Mais que se passerait-il si je te disais que ce dernier pilier est sur le point de s'effondrer ? Que dirais-tu si je t'annonçais que la mécanique quantique a une arme ultime, destinée à anéantir le concept même d'objectivité ? On s'apprête à plonger dans un paradoxe final. C'est celui que les physiciens se chamaillent souvent à propos d'un dilemme qui fait même crier des hommes dans des conférences. Ce mystère, c'est le paradoxe de l'ami de Wigner. Ce n'est pas juste une question de loi physique, c'est une vraie remise en question de notre perception d'un monde partagé. Imagine un instant, est-ce que toi et moi, en regardant la même chose, pourrions avoir deux réalités complètement différentes ? Et si c'était le cas, est-ce que nous aurions tous les deux raison ? Si la réponse est oui, alors on est vraiment seul dans notre propre perception. Prépare-toi, car on va explorer une idée qui pourrait faire s'effondrer notre conception de la réalité. Pour cela, il faut revenir à un des clichés les plus célèbres en physique, le fameux chat. Tu sais de quoi je parle, non ? Erwin Schrödinger a imaginé un scénario où un chat est enfermé dans une boîte en acier avec un flacon de poison et un atome radioactif.
Tant que la boîte n'est pas ouverte, l'atome est à la fois décomposé et non décomposé. Le poison est à la fois libéré et contenu, et le chat est à la fois mort et vivant. C'est un état paradoxal, une superposition de deux destins opposés. On a souvent tendance à en rire ou à le considérer comme une simple métaphore pour expliquer le comportement des particules. On se dit bien sûr qu'un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant. Après tout, c'est un être biologique. Il est grand, chaud, avec du sang et de la fourrure. Il ne peut pas rester dans cet état étrange sans qu'il ne se passe quelque chose. On rationalise tout cela en se disant que la mécanique quantique ne concerne que le monde microscopique. On se persuade que des objets plus grands comme les chats, les tables ou même les humains suivent les règles de la logique. Mais en 1961, un physicien nommé Eugen Wigner a décidé de bousculer cette idée. Wigner n'était pas un illuminé, c'était un lauréat du prix Nobel et un des pionniers de l'ère atomique. En analysant l'expérience du chat, il a trouvé une faille, une énorme faille dont personne ne voulait vraiment parler. Le problème avec le chat, c'est qu'il ne peut pas parler. Il ne peut pas prendre des notes, ni témoigner. On suppose qu'il sait s'il est vivant ou mort, mais on ne peut pas lui demander. Alors, Wigner a remplacé le chat par une personne, un ami. Imaginons qu'il soit enfermé dans un laboratoire parfaitement isolé, avec un dispositif quantique pour effectuer une mesure. Ça pourrait être une particule avec un spin, ou encore un photon polarisé. Ce dispositif a deux résultats possibles, face ou pile, haut ou bas, plus ou moins. L'ami est un scientifique compétent. Il a un carnet, des yeux, un cerveau et une conscience. Puis, Wigner ferme la porte du laboratoire, la scelle hermétiquement. Aucune lumière ne peut entrer. Imagine une pièce où rien ne peut sortir. Pas le moindre bruit, pas la moindre information. Wigner attend dans le couloir. Il sait qu'un événement crucial se déroule à l'intérieur. Son ami est en train d'observer une particule et de noter ses résultats. Mais voilà la question qui pourrait bien faire vaciller notre compréhension. Comment Wigner perçoit-il l'état de cette pièce avant d'en franchir la porte? Ce n'est pas une question piège, mais plutôt une interrogation sur les fondements de la mécanique quantique. En suivant les principes stricts de l'équation de Schrödinger, un système isolé évolue sans heurts. Il reste dans un état superposé jusqu'à ce qu'il interagisse avec un autre système. Pour Wigner, l'ensemble du laboratoire constitue ce système quantique. Les murs, l'air, l'équipement et son ami, tous sont composés d'atomes, tous régis par la même fonction d'onde. Donc, selon Wigner, son ami n'a pas encore pris de décision. Il est dans un état superposé. Il a vu à la fois des faces et des piles. Dans son carnet, il a noté les deux résultats. Les deux versions de son ami coexistent simultanément dans cette pièce scellée. Cela paraît impossible, absurde même, mais les mathématiques l'exigent. Et là où les choses deviennent vraiment fascinantes, c'est quand on se demande qui a raison. Imaginons un instant que l'on puisse figer le temps et examiner la situation sous deux angles différents. Plongeons dans les esprits de nos deux personnages qui vivent en réalité dans deux univers distincts. D'abord, entrons dans la pièce, devenons l'ami. Tu es là, devant la table, et tu observes le détecteur. Une lumière clignote, indiquant que la particule est spin-up. C'est un fait tangible, puissant. L'adrénaline monte. Tu prends ton stylo et écris « spin-up » dans ton carnet. Tes mains sont fermes, les murs sont stables, tu ne ressens aucune étrangeté, tu ne te sens pas partagé. Tu n'es pas dans un état superposé, tu as effondré la fonction d'onde. La probabilité s'est évaporée, la certitude est à 100%. Pour toi, cet événement appartient au passé, il s'est produit il y a 5 minutes, c'est fini. Passons maintenant à l'autre côté du mur, avec Wigner dans le couloir. Tu es lui, attendant encore d'ouvrir la porte, un carnet à la main, calculant la fonction d'onde de la pièce. Selon les lois de la physique, la pièce est parfaitement isolée. Cela signifie qu'aucune information n'a filtré. Pour toi, l'état superposé demeure intact. Dans ton équation, il y a un terme pour « ami à vue face » et un autre pour «
ami à vue pile. Ils s'additionnent, se mêlent. Pour toi, la mesure n'a pas encore eu lieu. La réalité à l'intérieur de cette pièce reste à découvrir. Tu sais, l'univers quantique est un peu comme une pièce qui est encore en train de décider de son décor. Imagine un instant que tu puisses réaliser une expérience d'interférence dans cette pièce entière. Cela signifierait que tu pourrais prouver que ton ami est dans deux états différents en même temps. C'est là que ça devient vraiment paradoxal. Qui a raison? D'un côté, ton ami affirme qu'une mesure a été faite. De l'autre, Wigner soutient que la mesure n'a pas eu lieu. Ton ami dit que la réalité est spin-up, tandis que Wigner pense que la réalité est une superposition de spin-up et spin-down. Dans notre compréhension classique de la physique, ce genre de situation n'existe pas. Dans ce monde classique, la réalité est objective. Par exemple, si un arbre tombe dans une forêt et que tu l'entends, alors il est tombé. Même si quelqu'un à 5 miles n'entend rien, il sait que l'arbre est tombé. Il n'y a qu'une seule chronologie, un seul livre de faits. Bien sûr, nous pourrions avoir des connaissances différentes à propos de ce livre. Moi, j'ai peut-être lu la page 10, et toi, pas encore. Mais les mots de cette page ne changent pas selon qui la lit. Cependant, dans notre scénario, les mots changent. La réalité est perçue différemment par l'ami et par Wigner. Ton ami affirme qu'un état défini existe, tandis que Wigner soutient que cet état défini n'existe pas. Et voilà le plus déroutant. La mécanique quantique dit qu'ils ont tous les deux raison. Il n'y a pas de règle qui favorise l'un ou l'autre. Tous les observateurs sont traités de la même manière. Cela crée une sorte de contradiction, une explosion logique. Si Wigner ouvre la porte, il va voir son ami et le carnet. Il va voir spin-up. Pour lui, la fonction d'onde s'effondre. Mais qu'en est-il de l'état de l'ami juste avant que la porte ne s'ouvre? Était-il ravi du résultat ou était-il dans une sorte d'animation suspendue, flottant entre plusieurs réalités? Est-ce que l'ami devient réel uniquement quand Wigner le regarde? Et si c'est le cas, Wigner ne devient-il réel que lorsque quelqu'un d'autre le regarde? Où s'arrête cette chaîne? Qui est l'observateur final? Pendant des décennies, les physiciens ont essayé d'ignorer ces questions en les qualifiant de philosophie, de perte de temps. Ils disaient à Wigner qu'il réfléchissait trop et qu'il devait retourner à des calculs plus concrets. Ils pensaient que dans le monde réel, il était impossible d'isoler un être humain, car un humain est trop imprévisible. Un humain dégage de la chaleur, respire. Donc, selon eux, le paradoxe ne se produirait jamais et la fonction d'onde s'effondrerait naturellement. Ils croyaient être à l'abri, pensant pouvoir garder le paradoxe enfermé sur du papier. Mais ils avaient tort. La technologie a progressé. Les lasers sont devenus plus précis, les détecteurs plus rapides. En 2019, une équipe de chercheurs, dirigée par Massimiliano Pieti à l'université de Heriot-Watt à Édimbourg, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont recréé l'ami de Wigner dans un laboratoire. Bien sûr, ils n'ont pas utilisé de vrais amis, les comités d'éthique ne permettent pas de mettre des étudiants en boîte pour jouer avec leur réalité. Ils ont donc utilisé des photons. Imagine un instant un photon qui agit comme un observateur. Ça peut sembler fou, non? Plongeons un peu dans cette idée. Dans une expérience intrigante, un photon a mesuré la polarisation d'un autre photon. Ce photon mesurant, c'est un peu notre ami. Il a enregistré le résultat dans son propre état quantique. Si la polarisation du photon cible était verticale, notre ami photon se déplaçait d'une certaine manière. Si elle était horizontale, il prenait une autre direction. Voilà une mesure, un échange qui génère une trace. Ensuite, il y avait des détecteurs externes, un peu comme des assistants, qui pouvaient observer tout le système de l'ami sans se soucier du résultat. Ils traitaient le photon ami comme une onde qui n'avait pas encore pris de décision. Ils ont testé pour voir s'il y avait une interférence. L'expérience a été répétée des milliers de fois, avec une collecte de données minutieuse. Ils cherchaient à prouver quelque chose de précis, que l'ami avait accès à un fait déterminé, alors que l'autre observateur voyait un fait indéfini. Pour cela, ils ont utilisé un outil mathématique, une inégalité de Bell, mais une version spéciale conçue par un certain Časlav Bruckner.
Cette inégalité suppose que des faits absolus existent, des faits indépendants de l'observateur. Si la réalité est objective, alors cette inégalité doit s'appliquer. Il y a des limites à combien les mesures peuvent diverger. Cependant, en analysant les données, ils se sont aperçus que cette inégalité était violée, complètement pulvérisée. Les chiffres ne correspondaient pas. L'expérience a montré que l'observateur interne et l'observateur externe vivaient dans des réalités différentes. Chacun avait son propre fait, mais ces faits étaient incompatibles, impossible de les rassembler en une seule histoire cohérente. C'était une véritable bombe. L'article a été publié dans Nature Physics et les titres étaient sensationnels. La physique quantique prouve que la réalité objective n'existe pas. Étrangement, cette fois, les gros titres n'exagèrent pas. L'expérience a révélé qu'au niveau quantique, il n'existe pas de vue d'ensemble unique sur l'univers. Pas de dossier maître où tous les événements véritables sont enregistrés. Juste des perspectives locales, des fragments. Ce qui est vrai pour toi à l'intérieur de ta boîte ne l'est pas forcément pour moi à l'extérieur. Et nous avons tous les deux raison. Prenons un moment pour comprendre cela. Ce n'est pas une simple opinion. Ce n'est pas comme si l'un préférait la vanille et l'autre le chocolat. Ce n'est pas non plus une question de voir une robe bleue ou dorée à cause de la lumière. Nous parlons d'événements physiques, d'une ampoule allumée ou éteinte, de l'état d'un atome, s'il a désintégré ou non. La science a toujours reposé sur une grande hypothèse, l'existence de faits indépendants de l'observateur. Nous supposons que le monde est là, prêt à être découvert. On suppose que même si tous les humains venaient à disparaître, la réalité continuerait d'exister, peu importe notre perception. Demain, les étoiles continueront de briller, les planètes continueront de tourner et les atomes, eux aussi, continueront de vibrer. On a tendance à penser que les faits sont immuables. Un fait est un fait. Point. Mais l'expérience de Wigner remet cette idée en question. Elle la détruit en quelque sorte. Elle nous révèle que la réalité d'un fait dépend de l'observateur. Un fait devient une relation personnelle entre toi et l'univers. Ce n'est pas quelque chose d'universel. La façon dont je mesure crée ma réalité, tout comme ta manière de mesurer façonne la tienne. Et tant que nos réalités ne se rencontrent pas, elles n'ont aucune obligation de s'accorder. Cela ouvre la porte à une notion philosophique assez déroutante, le solipsisme. Cette idée suggère que seule ma conscience est réelle et que tout le reste n'est qu'une projection de mon esprit. Souvent, on rejette cela en disant « Regarde, je peux te toucher, tu es réel ». Mais la mécanique quantique nous murmure que peut-être nous sommes plus isolés qu'on ne le pense. Si je peux vivre dans un univers où le spin est orienté vers le haut, tandis que tu peux exister dans un univers où le spin est indéfini, alors sommes-nous vraiment dans le même espace? Voyons-nous le même monde? Ou sommes-nous chacun enfermés dans notre propre bulle de perception qui se chevauche avec d'autres, mais sans jamais vraiment fusionner? Réfléchis à ce que cela implique pour la vérité. On se bat pour la vérité. On construit des tribunaux pour établir ce qui est vrai. On s'en remet à l'idée qu'il existe une seule chaîne d'événements qui a réellement eu lieu. Mais si la physique affirme que la vérité est relative à l'observateur, alors les fondations de notre existence commune commencent à se fissurer. Cela sous-entend qu'au niveau le plus profond, nous sommes seuls. Nous naviguons dans un multivers de faits personnels. Peut-être que lorsque je te regarde, je t'oblige à entrer dans un état qui correspond à mes questions. Et peut-être que quand tu me regardes, tu me forces à adopter un état qui correspond au tien. Nous ne découvrons pas l'un l'autre, nous nous créons mutuellement. C'est l'implication ultime de l'expérience de Wigner. Cela suggère que l'univers n'est pas un conteneur rigide d'objets, mais plutôt un jeu où l'on participe. Les règles de ce jeu stipulent que tu ne peux pas rester spectateur. Tu dois jouer et ton mouvement détermine le tableau que tu observes. Comment peut-on dormir tranquille avec une telle connaissance? Comment vivre dans un monde où les faits ne sont pas solides? Les physiciens ont passé 60 ans à chercher une issue à ce dilemme. Ils ont tenté de trouver une histoire qui donnerait sens à ce chaos. Et la première tentative majeure pour y remédier est peut-être la plus célèbre et la plus radicale d'entre elles, l'interprétation des multiples mondes.
Dans les années 50, un étudiant diplômé nommé Hugh Everett III a examiné les mathématiques de la mécanique quantique et a décidé de les prendre au pied de la lettre. Il a posé une question simple. Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais? Et si la probabilité ne disparaissait jamais? Et si chaque issue possible d'un événement? Tu t'es déjà demandé ce qui se passe vraiment pendant une expérience? Prenons l'exemple du paradoxe de l'ami de Wigner. Selon la théorie d'Everett, lorsque l'ami mesure l'état d'une particule, l'univers se divise un peu comme les branches d'un arbre. Dans une branche, cet ami voit la particule en position spin-up, tandis que dans une autre, il la voit en position spin-down. Les deux versions de l'ami existent simultanément, mais elles sont séparées par cette scission. Elles ne peuvent pas interagir ni se voir, mais elles sont toutes deux réelles. Maintenant, imagine Wigner dans le couloir. Dans cette perspective, il ne regarde pas une superposition de l'ami, il est plutôt à la base de l'arbre, avant que les branches ne se forment pour lui. Quand il ouvre la porte, il ne fait pas s'effondrer quoi que ce soit. Au contraire, il devient lui aussi partie du processus de division. Il se divise en deux. Un Wigner qui ouvre la porte et voit l'ami avec le spin-up, et un autre qui voit l'ami avec le spin-down. Cela rétablit l'objectivité, mais à un prix élevé. Il n'y a plus de paradoxe, car il n'existe pas un seul résultat unique. Chaque résultat se réalise. Dans leur propre univers, l'ami et Wigner ont raison, et finalement, ils se retrouveront dans cette multitude de mondes. Le prix à payer, c'est que notre réalité devient terriblement complexe. À chaque mouvement d'un atome, à chaque impact d'un photon sur une feuille, chaque décision prise, l'univers se duplique. Ça ressemble à de la science-fiction, non? Pourtant, de nombreux physiciens renommés pensent que c'est la seule conclusion logique. Si tu fais entièrement confiance aux maths et que tu refuses d'introduire des règles de collapse, tu dois accepter l'idée du multivers. Cela signifie qu'il existe des milliards de versions de toi, vivant toutes les vies possibles. Dans un monde, tu as fermé cette vidéo il y a 10 minutes. Dans un autre, tu ne l'as jamais trouvée. Dans un autre, tu es physicien. Et dans un autre, tu es mort. Le paradoxe de l'ami de Wigner disparaît dans cette vision des multiples mondes, car la contradiction n'est qu'une illusion de perspective. L'ami voit une chose, tandis que Wigner voit un flou d'événements, simplement parce qu'il n'a pas encore rejoint la branche. Dès qu'il ouvre la porte, il s'entrelace avec le résultat. Il se glisse dans cette histoire précise. Il n'y a pas de conflit, seulement une infinité de possibilités qui se déroulent. C'est une solution élégante, mais aussi terrifiante. Elle remet en question notre sentiment d'unicité et suggère que nos choix ne font pas disparaître d'autres options. Ils nous mènent juste dans des couloirs différents d'un labyrinthe infini, sans possibilité de revenir en arrière pour explorer d'autres chemins. Mais il existe peut-être une autre manière de résoudre cette énigme, une approche qui n'impose pas un nombre infini de réalités. Imagine un instant qu'on remet en question tout ce que l'on sait sur la physique. Ça peut sembler fou, mais il y a une théorie qui propose de voir les choses d'une manière totalement différente, appelée le cubisme ou la théorie quantique bayésienne. Ses partisans affirment que depuis un siècle, on a commis une erreur de catégorie. On observe la fonction d'onde, cette équation mathématique qui décrit une particule, et on suppose qu'elle représente un objet physique réel, comme une vague dans l'océan attendant d'être mesurée. Mais le cubisme nous dit de stopper cette pensée. La fonction d'onde n'existe pas dans le monde extérieur, elle est dans notre tête. Ce n'est pas une description de l'atome, mais plutôt de nos croyances à son sujet. C'est un outil, un guide pour parier, une série de probabilités que nous calculons selon ce que nous savons. Pense à une partie de poker. Tu as 2 cartes en main et tu évalues tes chances de gagner. Ces probabilités ne sont pas une entité physique qui flotte au-dessus de la table. Elles font partie de ton état d'esprit, de tes prévisions personnelles. Si tu jettes un œil aux cartes de ton adversaire, tes chances changent. Les cartes n'ont pas bougé, ni la table, seule ton information a évolué. Ta fonction d'onde s'est effondrée, tandis que celle de ton adversaire reste intacte, car il n'a pas connaissance de ce que tu as vu. Appliquons ça à l'ami de Wigner. Pourquoi ont-ils des descriptions différentes de la pièce? Parce qu'ils possèdent des informations différentes. L'ami assis à la table de poker sait que le résultat est spin-up.
Il a alors des chances de 100%. Wigner, lui, est à l'extérieur et n'a pas vu les cartes, donc ses chances sont de 50-50. Les deux ont raison, car la physique ne concerne pas la vérité objective de la pièce, mais plutôt la connaissance de l'observateur. Il n'y a pas de contradiction, car ils ne parlent pas de la même chose. Ils décrivent leur propre pari sur ce qui va se passer ensuite. Ça semble logique, non? Pratique même. Cela nous évite de plonger dans le multivers. Mais en y réfléchissant, qu'est-ce que cela implique réellement? Cela signifie que l'on abandonne l'idée même du monde tangible. Si la physique n'est qu'un manuel d'utilisation pour parier, alors sur quoi parions-nous vraiment? La réalité existe-t-elle quand nous ne faisons pas de paris? Le cubisme suggère que l'objectif de la science n'est pas de découvrir une vérité objective, mais d'aider un agent à survivre et à naviguer dans le chaos. Cela remet l'observateur au centre de l'univers, un retour radical à une perspective personnelle. On ne peut pas se dissocier de l'équation. Tu n'es pas une simple caméra qui enregistre la nature, tu es un participant actif avec un ticket de pari en main. Et les lois de la physique? Ce ne sont que les règles du jeu, elles te montrent comment jouer, mais ne te disent pas de quoi est fait le jeu. Pour beaucoup de scientifiques, cette idée est difficile à accepter. C'est un peu comme abandonner, n'est-ce pas? Se dire que la réalité n'est qu'un produit de notre esprit. Mais les cubistes, avec un sourire, nous lancent un défi. Montre-nous l'alternative, les faits objectifs. Mais là, tu es coincé, parce que l'ami de Wigner a montré qu'il n'existe pas vraiment. Si le multivers et les théories du jeu ne te conviennent pas, il y a une troisième option, celle que beaucoup de physiciens hésitent à explorer. C'est la porte de la conscience. Depuis l'émergence de la mécanique quantique, des murmures circulent à ce sujet. John von Neumann, un des plus grands mathématiciens de tous les temps, a avancé que l'effondrement de la fonction d'onde se produit précisément au moment où l'information est enregistrée dans un esprit conscient. Il a retracé la chaîne de la mesure. Une particule frappe un détecteur. Ce dernier envoie un signal qui parcourt un fil, actionne une aiguille, et la lumière de cette aiguille est captée par l'œil. Cet œil envoie un signal au cerveau. À chaque étape de cette chaîne physique, le système peut être décrit comme une superposition. Des atomes heurtent d'autres atomes, des ondes se croisent. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Aucune loi physique ne dit que ça doit s'interrompre à la rétine. Pourtant, von Neumann soutenait qu'il fallait que ça s'arrête quelque part. Et la seule chose qui n'est pas purement physique, celle qui semble se détacher de cette chaîne matérielle, c'est l'expérience subjective de l'observateur, l'œil. Cela nous mène à une conclusion fascinante. Ça suggère que la conscience n'est pas juste un produit accessoire du cerveau. Elle serait en fait le ciseau qui façonne la réalité à partir du marbre des possibles. Cela implique que sans un esprit conscient pour observer, l'univers resterait une ombre. Dans l'expérience de l'ami de Wigner, cette perspective apporte une réponse claire. Qui fait s'effondrer la fonction d'onde? C'est l'ami, car il est conscient. Au moment où il voit le résultat, la superposition disparaît. Wigner se trompe en considérant la pièce comme une onde. Il fait une erreur en voyant un être conscient comme une simple collection d'atomes, en négligeant l'étincelle magique qui définit la réalité. Cette idée a récemment été relancée par Sir Roger Penrose. Il propose que la conscience émerge de processus quantiques au sein de structures cérébrales appelées microtubules. Il l'appelle la réduction objective orchestrée. Il tente de relier la biologie du cerveau à la géométrie de l'univers. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes le moteur de la création. Nous sommes la raison pour laquelle l'univers existe dans un état défini. Cela élève notre esprit à un statut presque divin. Ça flatte notre ego, mais ça soulève aussi des questions dérangeantes. Est-ce qu'un chien fait s'effondrer la fonction d'onde? Une mouche? Une bactérie? Où trace-t-on la limite? Si tous les humains disparaissaient, l'univers redeviendrait-il une brume floue de probabilités? Disons qu'un jour, quelqu'un se demande « Et si la Lune disparaissait, mais qu'aucun d'entre nous ne la regardait ?» Cette question, posée par Einstein, était à l'origine une moquerie.
Mais avec les idées de Wigner et de ses amis, elle prend une toute autre dimension et devient une vraie question scientifique. Il existe une façon intrigante de découvrir ce mystère, qui marie la rigueur des expériences scientifiques à notre expérience personnelle. Cette approche s'appelle la mécanique quantique relationnelle, proposée par Carlo Rouli. Il soutient que nous posons la question de manière erronée. Au lieu de nous demander quel est l'état d'une particule comme si celle-ci possédait ses propriétés de manière isolée, nous devrions comprendre que ces propriétés n'existent qu'en relation avec d'autres objets. Prenons un exemple simple. Si je te demande à quelle vitesse tu es en mouvement, tu ne peux pas vraiment répondre sans un point de référence. Par rapport à la chaise sur laquelle tu es assis, tu es immobile. Mais par rapport au Soleil, tu te déplaces à 67 000 miles par heure. Les deux réponses sont correctes, car la vitesse n'est pas une propriété qui t'appartient, mais un aspect de la relation entre toi et autre chose. Rouli avance que toutes les propriétés de l'univers fonctionnent de cette manière. Que ce soit la position, le mouvement, la rotation, l'énergie ou même l'existence, rien n'est absolu, tout est relationnel. Dans le cas de l'ami de Wigner, le paradoxe surgit de l'idée qu'il existe une seule manière de voir la pièce. La mécanique quantique relationnelle affirme qu'il n'y a pas de perspective unique. Pour l'ami, la particule est en spin-up, ce qui est vrai pour lui. Pour Wigner, la particule est dans un état de superposition, ce qui est vrai pour lui aussi. Il n'y a pas de contradiction, car il parle de relations différentes. Cela nous amène à réaliser que la réalité n'est pas simplement un ensemble d'objets, mais plutôt un réseau d'interactions. Imagine un baiser. Il n'existe pas uniquement sur tes lèvres ou sur les miennes, il prend vie seulement dans notre interaction. L'univers est fait de ces échanges. Lorsque tu observes un électron, c'est comme si tu l'embrassais, tu établis une relation, et c'est à ce moment-là que la réalité se manifeste. Cette perspective nous évite de tomber dans le solipsisme. Nous ne sommes pas seuls, mais nous ne découvrons pas non plus un monde déjà façonné. Nous tissons la réalité ensemble à travers nos connexions. Nous construisons un consensus, fragile mais précieux, qui se forme au fil du temps. Nous avons exploré des concepts profonds, allant jusqu'à retirer le temps, l'espace et même la vérité objective. Ce qui nous reste, c'est un vide où flottent relations et probabilités. C'est à la fois déstabilisant et magnifique, car cela signifie que l'univers n'est pas une machine qui fonctionne sans nous. C'est une mélodie, et nous sommes tous des instruments qui jouent ensemble. C'est la fin du chemin. On a passé tout ce temps à détruire les fondations de nos intuitions. Maintenant, il est temps de faire le point et de voir ce qui reste debout après cette tempête. Au début de notre aventure, on se tenait sur un sol qui semblait solide. On croyait à un monde peuplé d'objets bien tangibles. On avait l'idée d'un temps qui coulait comme une rivière, du passé vers le futur. On pensait aussi qu'un espace sécurisait la séparation des choses. Et on était convaincu qu'il y avait une vérité universelle, valable pour tous. Mais regardons où nous en sommes aujourd'hui. Le fameux effaceur quantique à choix retardé a pris cette chronologie et l'a mise en désordre. Il nous a montré que l'avenir peut revenir sur le passé et le réécrire. L'histoire n'est pas figée, elle est vivante et se transforme grâce à nos actions présentes. Ensuite, la pseudo-télépathie quantique a déchiré la carte de l'univers. Elle a prouvé que l'espace est une illusion. Deux particules peuvent être séparées par des milliards d'années-lumière et pourtant agir comme une seule entité. Cela signifie que l'isolement est un mensonge. Tout dans le cosmos est relié par des fils invisibles qui ignorent totalement la distance. Et puis, l'expérience de l'ami de Wigner a complètement brisé notre conception de la réalité. Elle a démontré qu'il n'existe pas un seul monde objectif. Deux personnes peuvent observer le même événement et en tirer des conclusions opposées. Ce n'est pas comme si nous étions dans un aquarium public partagé. Non, nous vivons dans des bulles de perception privée qui ne se croisent que lorsque l'on interagit. Le sol a disparu, les murs sont tombés, le plafond n'existe plus. On flotte dans un vide où le temps est symétrique, où l'espace est non local et où la vérité est relative. C'est souvent à ce moment-là que les gens paniquent.
C'est le point où notre cerveau essaie de rejeter cette information. On veut retourner en arrière, fermer les yeux et faire semblant que le monde est à nouveau classique. On désire le confort des lois de Newton, la sécurité d'un univers à mécanisme bien huilé. Mais il n'y a pas de retour possible. Les expériences sont réelles. Les données le sont aussi. La porte est fermée derrière nous. On doit avancer, trouver une nouvelle façon de se tenir dans ce vide sans trébucher. Il y a eu un homme qui a anticipé tout cela. Un homme qui, face à l'effondrement de la physique, a discerné un schéma. Son nom est John Archibald Wheeler. C'était le mentor de Richard Feynman, celui qui a introduit le terme « trou noir ». Dans ces dernières années, il a proposé une idée radicale qui relie toutes ces paradoxes. Il l'a appelée l'univers participatif. Il affirmait que nous avons tout faux. On pense que l'univers a commencé par le Big Bang, puis que la gravité a formé des étoiles. Les étoiles ont donné naissance à des planètes. Puis la vie a évolué, et enfin, la conscience est apparue comme un spectateur tardif. On se croit là juste pour regarder le spectacle. Mais Wheeler a dit que c'était faux. Tu sais, il y a une manière fascinante de voir les choses. Imagine un jeu entre amis, un peu comme celui des 20 questions. Une personne sort de la pièce pendant que les autres choisissent un mot secret. Puis, la personne revient et doit deviner ce mot en posant des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Par exemple, est-ce vivant? Est-ce grand? Est-ce rouge? Au départ, il y a un mot spécifique, disons nuage. Les réponses sont fixes. La vérité est déjà là, avant même que les questions soient posées. C'est ce qu'on appelle l'univers classique. Mais que se passerait-il si, dans notre jeu, le groupe décidait de ne pas choisir de mots? Imaginez qu'ils se mettent d'accord pour tromper le devineur. À la place de répondre de manière précise, ils vont donner des réponses aléatoires ou basées sur ce qui a été dit précédemment, tant que cela reste cohérent. Si le devineur demande « Est-ce vivant ?», le premier répond « Non ». Maintenant, le mot doit être non vivant. Ensuite, est-ce grand? Et le suivant répond oui. Le mot doit donc être grand et non vivant. Le jeu continue ainsi, et les réponses réduisent les possibilités. Finalement, le devineur demande « Est-ce un nuage ?» Et là, la dernière personne se rend compte que cela correspond à toutes les réponses précédentes et dit « oui ». Dans cette version du jeu, le mot « nuage » n'existait pas lorsque le devineur est rentré dans la pièce. Il a été créé par les questions posées. C'est exactement ce que la mécanique quantique nous dit, selon le physicien John Archibald Wheeler. L'électron n'a pas de position tant qu'on ne lui demande pas « où est-il ?» Le photon n'a pas de trajectoire avant qu'on ne lui demande « par quelle fente es-tu passé ?» L'univers n'a pas d'histoire jusqu'à ce qu'on lui demande « que s'est-il passé ?» Cette idée se résume dans le principe « hit from bit ». Chaque particule, chaque champ de force, même la structure de l'espace-temps, tire son existence et son sens de choix binaires, des réponses à des questions de type oui ou non posées par nos instruments de mesure. En fait, nous ne découvrons pas une réalité, nous la sculptons à partir du silence. Wheeler a même dessiné une image pour illustrer tout ça. C'est l'un des dessins les plus célèbres et profonds de l'histoire de la science. C'est un simple U. Cette lettre représente l'univers. Un bras du U symbolise le Big Bang, le début du temps. L'autre bras descend, représentant l'évolution du cosmos, des nuages de gaz, des galaxies, des étoiles, des planètes, la Terre. Et puis, l'autre bras du U remonte, se tord, et, à son extrémité, il y a un œil, un énorme œil. Cet œil regarde en arrière, vers le début du U, vers le Big Bang. Cet œil, c'est nous. Nous sommes cette matière stellaire qui s'est éveillée. Nous sommes ce regroupement d'atomes qui s'est organisé pour former un cerveau et un système nerveux et qui a tourné son regard vers ses origines. Wheeler nous suggère là quelque chose de vraiment stupéfiant. Il propose que l'univers imagine un circuit qui s'excite tout seul. Sans l'observateur, rien n'existe vraiment. C'est notre capacité à observer le présent qui confère une existence au passé. C'est comme un effaceur qui gomme certaines choses.
en révélant que nos choix d'aujourd'hui peuvent influencer l'histoire d'un photon. C'est un peu comme un ami de Wagner, il y a toujours un lien entre ce qui est et celui qui regarde. On fait tous partie d'une boucle étrange. L'univers nous façonne, mais en retour, nous le créons. C'est un rapport de dépendance mutuelle, tu vois. On ne peut pas avoir la scène sans les acteurs, et vice-versa. Longtemps, la science a essayé de se défaire de l'élément humain. On voulait être objectif, comme si notre présence n'avait pas d'importance. Mais la mécanique quantique a remis les pendules à l'heure. Elle nous a tirés vers la lumière. Elle nous dit « Tu ne peux pas partir, tu comptes. Tu es essentiel. Tu es le prisme à travers lequel les probabilités floues de l'univers se concentrent pour donner une réalité. » Mais alors, pourquoi cela effraie les scientifiques? Pourquoi Einstein a-t-il résisté à cette idée? Pourquoi Schrödinger a-t-il regretté d'y avoir plongé? C'est parce que cela nous retire notre couverture de sécurité. On aime l'idée d'un univers mécanique où l'on est insignifiant. Si on n'est que des rouages dans une machine, alors on n'a pas de responsabilité. Si l'avenir est déjà écrit, on n'a qu'à se laisser porter. Un monde objectif, c'est facile à mesurer et à comprendre. Mais si l'univers participatif est vrai, alors on n'est pas en sécurité. On est essentiel. Nos observations, nos questions, nos interactions sont ce qui maintient le chaos à distance. Cela signifie que la réalité est quelque chose que nous devons entretenir. C'est une responsabilité effrayante, n'est-ce pas? Ça implique que les lumières restent allumées parce que nous regardons. Si tout le monde fermait les yeux, peut-être que le monde se dissoudrait. C'est la peur ultime de l'obscurité, celle de savoir que le monstre est réel et que notre seule protection est notre lampe de poche. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Une perspective qui n'est pas effrayante, mais qui donne du pouvoir. Si nous créons la réalité, alors nous ne sommes pas prisonniers de celle-ci. Nous ne sommes pas coincés dans un univers figé. Nous ne sommes pas seuls sur une planète perdue. Nous sommes tissés dans le code le plus profond du cosmos. Nous sommes la manière dont l'univers se connaît et se ressent. Nous sommes les mécanismes de l'existence. Cela signifie que tu n'es pas juste un grain de poussière flottant dans le vide. Tu es une partie nécessaire de l'équation. Tu es l'observateur, et sans toi l'équation ne tient pas. La prochaine fois que tu te réveilleras au milieu de la nuit, que tu entreras dans une pièce sombre ou que tu lèveras les yeux vers les étoiles, pose-toi cette question. Est-ce que ces choses sont vraiment là? Tu t'es déjà demandé si la réalité que tu vois est vraiment tout ce qu'il y a à voir? Imagine un peu. Les scientifiques continuent de débattre de sujets fascinants, comme les théories de Wigner, Bohr et Einstein. Les paradoxes qu'ils ont soulevés n'ont pas encore trouvé de réponse définitive. Pourtant, chaque jour, de nouvelles preuves émergent et elles semblent toutes nous diriger vers une même conclusion. Le monde autour de nous est tellement plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un endroit étonnant, plein de surprises et d'intimité. Peut-être que tu te dis qu'il vaudrait mieux ignorer tout ça, retourner à une vision plus simple de la vie, comme voir la tasse sur ta table juste comme une tasse. Et, pour ta tranquillité d'esprit, cela pourrait être la meilleure option. Mais au fond de toi, tu sais que derrière cette apparence de bon sens se cache quelque chose de bien plus vaste. Une mer de vagues, un réseau d'interconnexions et une question qui flotte au-dessus de tout ça. L'univers, d'une certaine manière, t'observe. Il attend de voir quelle décision tu vas prendre. Alors, es-tu prêt à lever le voile et à explorer ce qui se cache derrière ?